Bonjour à tous, je suis le Dr Jean Audet, cardiologue, ayant pratiqué pendant 40 ans au CHU de Québec. Tous ceux qui ont pratiqué la médecine durant un certain nombre d'années se souviennent de certains patients qui ont présenté des histoires fascinantes avec des tableaux cliniques qui font évoluer considérablement nos connaissances. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter l'histoire d'un patient que j'ai eu le privilège de soigner il y a quelques années et souffrait d'une péricardite constrictive qui est une maladie assez rare dont le diagnostic différentiel est un des plus difficiles à faire en cardiologie. Lorsqu'on rencontre un patient souffrant d'une péricardite constrictive, on doit lui expliquer de façon imagée sa maladie. On lui explique que son cœur, qui était auparavant en liberté, est maintenant emprisonné dans le péricarde, qui constitue alors l'équivalent d'un corset trop serré. Voici de façon imagée des cœurs en liberté. Ceux-ci ont été créés grâce à l'intelligence artificielle en s'inspirant du style des artistes du passé. Voici maintenant des cœurs en prison ou enfermés dans un corset, conçu encore une fois par l'intelligence artificielle qui s'inspire des grands maîtres de la peinture. Avec cette façon imagée de voir les choses, cela nous permet d'encourager les patients en leur disant que suite à une chirurgie, leur cœur pourra un jour retrouver sa liberté et ils pourront ainsi refaire une vie normale. Voici donc les objectifs principaux de cette présentation, de sorte qu'à la fin de la présentation, vous devriez être en mesure de faire les choses suivantes. En premier, de faire le diagnostic de péricardite constrictive à l'échographie avec assurance. Deuxièmement, de distinguer assez facilement la péricardite constrictive de la cardiomyopathie restrictive. La cardiomyopathie restrictive est difficile à différencier de la constrictive car les signes cliniques se ressemblent considérablement. Au lieu d'être une atteinte du péricarde qui empêche le bon remplissage du cœur, il s'agit d'une maladie du muscle cardiaque qui le rend tellement rigide que le remplissage du cœur se fait difficilement et ceci peut jusqu'à un certain point mimer tout à fait une clinique de constrictive. En troisième lieu, vous serez en mesure d'expliquer aux étudiants comment et pourquoi les signes spécifiques de constriction se manifestent à l'écho, comme par exemple le pouls paradoxal. Le plan se divise en 4 sections. La première, il s'agit de l'histoire clinique de notre patient. En deuxième, nous allons définir qu'est-ce que la péricardite constrictive. En troisième, nous allons reviser les critères échographiques de la clinique Mayo. Donc, il y en a 5. Et en dernier, on va parler d'un algorithme qui est utile pour faire le diagnostic. Commençons donc par l'histoire clinique de notre patient. Donc, il s'agit d'une simple consultation à l'hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré, qui est près de la basilique. Donc, les cardiologues du CHU de Québec vont périodiquement faire de la consultation à l'hôpital de Beaupré. Il s'agit de consultations demandées par des médecins de famille. En général, c'est assez routinier. Sauf ce matin-là. Donc, j'étais accompagné d'une résidente senior en médecine interne. Et la première consultation demandée par le médecin de famille, c'est écrit sur la consultation, à notre grand étonnement, péricardite constrictive, point d'interrogation. Il s'agit donc d'un patient de 67 ans qui était accompagné de son épouse. Et la première chose qu'il nous dit, je ne suis pas malade, je ne sais pas pourquoi mon médecin me fait voir un cardiologue, était un peu offusqué. Et il dit, ne me trouvez pas de maladie, surtout parce que je pars en croisière dans 2 semaines. Alors, on regarde le dossier, puis vous êtes suivi par une cirrhose. Oui, mais je ne suis pas vraiment malade, répond le patient. Vous avez passé un échocardiogramme normal? Oui. Alors, cet homme de 67 ans est un ancien travailleur à la basilique. Il travaille présentement comme opérateur de chariot élévateur et il n'a aucun facteur de risque de maladie coronarienne. Aucun antécédent médical significatif.
Il avait consulté il y a quelques mois pour une toux non productive sans tableau infectieux évident. Ça, c'était avant l'épidémie COVID. Tousse encore un peu, mais pas plus que ça. Il a passé un bilan de santé par son médecin de famille et comme le bilan hépatique était perturbé, il a subi une tomodensitométrie abdominale qui montre une cirrhose possible. Mais le patient ne prend pas d'alcool et la consultation en gastro conclut diagnostic de cirrhose non alcoolique avec hypertension portale. Le patient a mis au régime et perd du poids. L'échographie demandée par la gastro-entérologie, donc pour exclure une cirrhose, la réponse est qu'il n'y a pas de signe échographique de cirrhose. Il y a une légère dilatation de la veine cave inférieure et des veines sous-hépatiques. Y a-t-il une cause cardiaque sous-jacente? Donc, c'est pourquoi le médecin de famille demande un écho cardiaque et sur les renseignements cliniques, c'est marqué dyspnée. Alors, on voit ici l'échographie qui avait été faite auparavant, qui montre donc une dilatation de la veine cave inférieure et également de la veine hépatique. Et si on regarde le flot Doppler, on voit que ça allume en rouge dans la veine hépatique. On va voir plus tard que ça, c'est pas normal. On voit la veine systolique, en fait la phase systolique et diastolique du flot Doppler hépatique qui n'est pas normale. On voit également ce qui allume en rouge, c'est donc le renversement diastolique qui n'est pas normal non plus. Pour ce qui est de la fonction systolique, alors donc il s'agit d'un ventricule qui paraît hyperkinétique, donc à prime abord, il n'y a pas de dysfonction systolique. Cependant, quand on regarde au MA de mouvement du septum, on observe une petite anomalie qui n'a pas été décrite dans le rapport final. On va y revenir un peu plus loin. Pour évaluer la fonction diastolique, il faut mesurer donc la dimension de l'oreillette gauche et celle-ci mesure 44 ml par mètre carré, donc ce qui est un peu anormal. Si on regarde maintenant le flot tricuspidien à 2 mètres par seconde, c'est normal. Si on regarde le rapport E sur E' à 8, c'est normal encore une fois. Et si on regarde la vélocité du E' septal, encore une fois, c'est normal. Cependant, le rapport E sur A à 2,35 est un peu inhabituel ici pour un patient de cet âge et ça pourrait suggérer une dysfonction diastolique de grade 3, mais le rapport final n'en fait pas mention. Donc, si on suit l'algorithme de la fonction diastolique, on a 3 critères sur 4 qui sont normaux, de telle sorte qu'on peut dire que la fonction diastolique est normale, mais ce qui n'est pas dans l'algorithme, c'est qu'il faut d'abord, pour se fier à cet algorithme, exclure une péricardite constrictive. Donc, le rapport final d'échographie se lit comme suit. Donc, dilatation modérée de l'oreillette gauche, veine cave inférieure dilatée mais souple, fraction d'éjection normale, fonction diastolique normale, discrète sclérose aortique sans gradient significatif. L'histoire se continue. Donc, 8 mois après l'échographie, son médecin de famille demande une tomodensitométrie en raison d'un épanchement pleural droit vu à la radiographie. Simple. Donc, grosso modo, on note donc un épanchement pleural droit modéré de cause imprécise sans signe d'insuffisance cardiaque, avec atélectasie, pas de lésion parenchymateuse, quelques petits granulomes, plaque pleurale calcifiée avec calcification péricardique, avec stigmate d'hépatopathie chronique, avec ascite. Donc, la conclusion du radiologiste, épanchement pleural droit modéré de cause imprécise, ce patient présente des calcifications du péricarde en lien avec une péricardite constrictive, point d'interrogation. Alors, à corréler au résultat de l'écho, comme le patient avait déjà eu un écho, le médecin de famille demande donc d'emblée une consultation en cardiologie. Voici la tomodensitométrie qui montre des discrètes calcifications péricardiques, donc qui n'étaient pas visibles à la radio simple des poumons. Alors, le patient et son épouse sont assis devant nous. On est devant notre bureau. Je pose à la résidente la question suivante. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Parce que j'étais vraiment intéressé par cette histoire. Alors,
qu'est-ce qu'on fait en premier? Le patient est assis devant nous, alors on se lève et ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le cou du patient, évidemment, parce qu'il n'y a pas de péricardite constrictive sans jugulaire. Et voici donc des jugulaires complètement augmentés, presque sous le lobe de l'oreille, et avec des mouvements très marqués. Qu'est-ce qu'on fait en deuxième? On met le stéthoscope sur le patient. Et qu'est-ce qu'on entend? On entend un knock péricardique, qui est ce qu'on appelle un bruit de frappement, qui est constitué du ventricule quand il se dilate. Il frappe une restriction, donc, en diastole. Et c'est ce qui donne ce bruit de frappement. Alors, subtilement, la résidente en médecine interne, plutôt, je lui dis, écoute ça comme il faut parce que tu risques pas d'en entendre souvent, parce que moi, c'était mon premier. Alors, le patient avait l'air un peu inquiet, mais je lui dis, écoutez, on va voir la suite des choses. Donc, en post-péricardectomie, ce knock péricardique-là, évidemment, disparaît parce qu'il est dû justement quand le ventricule frappe le mur du péricarde en diastole. Donc, on se met à questionner le patient un peu davantage. On s'informe sur son travail antérieur. Puis, de 1979 à 1989, ce patient-là a travaillé au sous-sol de la basilique. Et qu'est-ce qu'il faisait au sous-sol de la basilique? Il s'occupait du système de chauffage. Et le système de chauffage était isolé, devinez quoi? À l'amiante. Et de l'aveu du patient, il ne portait pas toujours son masque. Donc, comme l'amiante est une cause de péricardite constrictive, les conclusions de notre histoire clinique sont les suivantes. D'abord, le patient a fort probablement une péricardite constrictive secondaire à l'exposition à l'amiante. Deuxièmement, le patient n'a probablement pas de cirrhose parce que, comme on va le voir plus loin, la péricardite constrictive peut imiter une cirrhose. Troisièmement, l'examen des jugulaires n'est pas toujours bien fait avant de poser le diagnostic de cirrhose. Ça, c'est un peu une flèche dirigée au gastro-entérologue parce qu'en général, une cirrhose, ça ne donne pas des jugulaires comme ça. Le quatrième, c'est qu'il est possible de manquer de diagnostic de péricardite constrictive à l'écho. Alors ça, il va falloir revoir l'examen. Donc, le plan est le suivant. D'abord, revoir les critères échographiques de la constrictive, comprendre pourquoi il est passé sous le radar. Troisièmement, refaire attentivement un autre écho cette fois-ci et ne pas passer à côté. Donc, la suite de l'histoire, c'est que le patient a fait son voyage, il est revenu et tranquillement, l'épanchement péricardique a progressé. Le patient a fini par admettre qu'il était malade. Il y a eu une ponction pleurale. Il y a eu un écho, on va voir le détail, et il a accepté d'être opéré. Avant d'être opéré, on a fait un TEP scan pour exclure une néoplasie du péricarde, alors un mésothéliome du péricarde qui peut être associé à l'exposition à l'amiante et l'examen était normal, de telle sorte que le patient a pu être opéré. Pour terminer avec l'histoire clinique, dans le post-opératoire, on a noté une disparition de tous les signes cliniques, une normalisation de son échocardiogramme et sa radiographie pulmonaire, une disparition des symptômes cliniques, et le patient a recommencé à chanter dans une chorale, car il était rendu incapable de chanter avant sa chirurgie. On va passer à l'item 2. Donc, qu'est-ce que la péricardite constrictive? D'abord, des notions de base. Imaginez que vous enfoncez le poing dans un ballon. Il se trouve avoir une paroi externe du ballon et une paroi interne au contact du poignet. Si on le regarde en coupe, la partie en contact avec le poignet constitue le péricarde viscéral ou l'épicarde et la partie externe, le péricarde pariétal. Encore une fois en coupe, donc l'épicarde, le péricarde, et l'espace entre les deux,
s'appelle l'espace épicardo-péricardique et il y a souvent un peu de liquide et c'est normal. Il faut se souvenir que le péricarde a un attachement fibreux avec le diaphragme et vous allez voir que c'est une certaine importance plus loin. Donc, un péricarde normal est mince comme une feuille de papier, comme on le voit ici. Et la péricardite constrictive résulte d'un péricarde adhérent, inflammé, fibrotique ou calcifié qui limite le remplissage diastolique du cœur. Il s'agit de la définition du Dr. J.O. de la Mayo Clinic. On voit à droite des images de péricarde calcifié et on voit que la distribution de ces calcifications est tout à fait aléatoire, comme également sur ces images. La péricardite constrictive est une cause curable d'insuffisance cardiaque diastolique, en autant que l'on pose le diagnostic avant l'autopsie, évidemment. Voici des images autopsiques d'un patient avec un péricarde épais. Et ici, une autre image avec un péricarde mince et plus rare. Ça peut arriver dans 18 à 20 % des cas environ. Quelles sont les principales étiologies de la péricardite constrictive? La première, c'est idiopathique ou virale. On a ensuite post-chirurgie cardiaque, post-radiothérapie, dans le contexte d'une maladie du tissu conjonctif, post-tableau infectieux comme une tuberculose par exemple, des néoplasies comme mélanome ou mésothéliome du péricarde, et plus rarement traumatisme, médicaments, sarcoïdose, exposition à l'amiante et urémie. Quels sont les signes cliniques? Ici, j'image un peu la constrictive à l'aide d'un corset. Alors, les jugulaires sont un des signes les plus visibles. On a ensuite l'épanchement pleural, formation d'acide avec hépatomégalie, édème au membre inférieur et, dans certains cas, knock péricardique et pouls paradoxal. Le problème en échocardiographie, c'est que souvent, on a très peu de renseignements cliniques, comme ici, on avait simplement dyspnée d'effort. Et on n'a évidemment pas accès souvent aux signes cliniques. Heureusement, on peut se rattraper avec l'examen Doppler de la veine hépatique. Pourquoi la veine hépatique est utile? Parce que la veine hépatique est branchée sur la veine cave inférieure et la veine cave inférieure se branche sur l'oreillette droite. Mais ce qui est important de comprendre, on voit ici donc la veine cave supérieure, la jugulaire, la veine cave inférieure et la veine hépatique, c'est que quand on analyse le flot Doppler de la veine hépatique, c'est l'équivalent du Doppler de la veine jugulaire. On voit ici deux images, donc Doppler de veine cave supérieure, Doppler de la veine hépatique, de telle sorte que quand on sait interpréter le Doppler de la veine hépatique, on est capable de faire beaucoup de diagnostics. Le Doppler de la veine hépatique, j'en parle dans une autre présentation qui s'appelle Doppler veineux hépatique, technique et interprétation, qui va bientôt être disponible. On va parler maintenant des critères échocardiographiques de la clinique Mayo. Alors, c'est des critères qui ont été établis, évidemment, chez des patients dont on a confirmé le diagnostic à la chirurgie. On va voir ici la sensibilité et la spécificité. Le premier, c'est la dérive septale respiratoire, ou le septal shift. Le deuxième, c'est le changement respiratoire du flot mitral. Le troisième, c'est le prime médian. Le quatrième, rapport E médian sur E prime latéral. Et le dernier, vélocité du flot Doppler veineux hépatique diastolique en expiration. Le rapport rétrograde sur antégrade. On voit ici que le signe le plus sensible, c'est la dérive septale respiratoire. Et le plus spécifique, c'est le Doppler veineux hépatique. Ici, j'illustre un peu les trois critères
qui nécessite une analyse de la variation avec la respiration. Alors, on sait qu'en général, cette étude de variation respiratoire-là est faite uniquement s'il y a un épanchement péricardique. Donc, on risque de manquer le diagnostic assez souvent. Quand on a une concordance de plusieurs signes, comme par exemple ici le signe numéro 1, 3 et 5, la spécificité est très grande. Je rajoute ici la vibration septale associée à la dérive septale respiratoire. C'est un phénomène qui est indépendant de la respiration et ce signe-là n'a pas été mis dans les critères de la clinique Mayo parce qu'il est difficile à distinguer des troubles de conduction comme le bloc de branche gauche et du mouvement septal post-opératoire. La vibration septale est beaucoup moins spécifique comme on voit ici, donc juste 56%. Par contre, c'est un signe qui est très sensible. On va en parler quand même durant notre présentation. On voit ici donc le phénomène de dérive septale respiratoire, OM-mode. En inspiration, il y a une nette augmentation du diamètre du ventricule droit et en expiration, le ventricule droit reprend sa forme normale. Pour comprendre un peu ce qui se passe dans la péricardite constrictive, il faut analyser qu'est-ce qui se passe dans la physiologie normale de la respiration. En inspiration, le volume du thorax augmente, l'abaissement du diaphragme se produit, ce qui crée une pression intrathoracique négative. Cette pression intrathoracique négative crée une aspiration de l'air dans le poumon et en même temps crée une succion du sang en provenance de la veine cave inférieure et de la veine cave supérieure. Ce sang-là se dirige vers le ventricule droit et le poumon. En expiration, la pression intrathoracique devient positive, l'air est expulsé du poumon et en même temps, le sang est expulsé du poumon vers l'oreillette gauche et le ventricule gauche. La physiologie normale de la respiration se résume ainsi donc, le retour veineux est augmenté à droite et comme la capacité du poumon à recevoir le sang en inspiration est plus grande que le sang aspiré, ceci fait en sorte que le sang retourné au ventricule gauche diminue. En expiration, le retour veineux à droite diminue parce qu'il n'y a plus de phénomène de succion et le sang est expulsé vers la gauche. Il s'agit du sang qui avait été emmagasiné en inspiration. Alors voici le phénomène. En inspiration, donc le sang est aspiré vers les cavités droites et en expiration, le phénomène est inversé. En expiration, le sang augmente au niveau des cavités gauches. Inspiration et expiration. Il y a également un phénomène de pompe hydraulique cardiaque qui fait que en diastole, il y a également une succion qui se fait au niveau des oreillettes droites et oreillettes gauches. La physiologie normale de la respiration, donc, produit une augmentation du retour veineux à droite, ce qui fait que le ventricule droit augmente de volume normalement, mais cette expansion du ventricule droit se fait aussi bien aux dépens du septum que de la paroi libre du ventricule droit, comme on voit illustré ici. En expiration, le phénomène est donc inversé et ceci se produit durant tous les cycles respiratoires.
Qu'est-ce qui se passe dans la péricardite constrictive? C'est que la paroi libre du ventricule droit ne peut pas s'expandre normalement, de telle sorte que toute la déformation se fait au niveau du septum. C'est pour ça que le ventricule droit, en fait, prend une expansion asymétrique. En expiration, le phénomène est inversé. On voit à gauche donc le mouvement, la déformation du septum dans la constrictive par rapport à la déformation normale sur la droite. On va voir maintenant le phénomène en résonance magnétique. On le définit comme étant une dépendance interventriculaire nettement exagérée. Voici une image de résonance magnétique sans respiration. L'astérix définit le diaphragme. Et avec la respiration, vous allez voir que c'est comme si le ventricule droit donnait un coup de genou dans le septum. Remarquez le mouvement du diaphragme avec l'inspiration. Encore une fois, le coup de genou, cette fois-ci, dans une vue différente. Alors, en inspiration, on voit ce phénomène de coup de genou dans le septum, relié à l'augmentation du retour veineux dans les cavités droites. Le phénomène se fait dans les deux sens, mais il semble ici plus apparent du ventricule droit vers le ventricule gauche. Donc, on a parlé du premier signe. On va parler maintenant ça c'est notre patient. À chaque fois que vous voyez le petit symbole de la basilique de Sainte-Anne, il s'agit de notre patient ici qui a une nette augmentation d'augmentation du volume du ventricule droit en inspiration. On va parler également, tant qu'à parler du septum, du mouvement de vibration qu'on note au niveau du septum. Voici encore notre patient de Sainte-Anne et on voit que le mouvement septal est tout à fait bizarre. Ce mouvement anormal, ce mouvement vibratoire du septum en préopératoire, on voit qu'il est complètement disparu ici et on se retrouve simplement avec un septum paradoxal post-péricardectomie. Notre patient avait ce qu'on appelle une double oscillation diastolique du septum. Alors, si on regarde la paroi postérieure pour se guider, il s'agit ici de la systole et de la diastole. On voit que le mouvement est pathologique durant la diastole. Ici, en post-opératoire, il y a une anomalie du mouvement, mais ceci est dû au septum paradoxal. Voici un autre exemple tiré de la littérature. On note une double oscillation du septum en diastole et post-péricardectomie. C'est important quand on analyse les anomalies du mouvement septal de bien identifier s'il s'agit d'une anomalie qui survient en systole ou en diastole. Et la meilleure façon, c'est de se guider avec la paroi postérieure, si évidemment elle a un mouvement normal. Le mouvement donc systolique est ici, le mouvement diastolique est ici. Alors il s'agit ici d'une anomalie diastolique, comme on le voit dans la constrictive. Encore une fois.
On voit que cette anomalie ou ce mouvement vibratoire du septum survient indépendamment de la respiration. Il y a plusieurs choses qui influencent le mouvement du septum dans la péricardite constrictive. Il y a la respiration, comme on l'a vu, et il y a des choses qui surviennent de façon séquentielle, soit l'ouverture de la tricuspide, suivie de l'ouverture de la mitrale, la contraction de l'oreillette droite et la contraction de l'oreillette gauche. On va voir que tous ces phénomènes surviennent de façon successive et influencent donc le mouvement anormal qu'on observe en diastole. On va revoir tout cela en séquence. On a parlé du coup de genou qui survient en inspiration et en expiration, qui provoque la dérive septale. On va parler d'une autre source du mouvement du septum qui, cette fois-ci, ne varie pas avec la respiration. Il s'agit donc de 4 phénomènes qui surviennent en séquence qu'on peut qualifier de coups de poing de part et d'autre du septum. Il s'agit dans un premier temps de l'ouverture de la tricuspide, puis de l'ouverture de la mitrale, enfin la contraction de l'oreillette droite, puis la contraction de l'oreillette gauche. Tous ces phénomènes-là se font en termes de millisecondes et voici ce que ça donne chez notre patient. On observe un mouvement vibratoire très rapide. Pour faire le diagnostic en hémodynamie, on effectue un cathétérisme simultané au niveau du ventricule droit et du ventricule gauche. Et voici un peu ce que ça donne au niveau des courbes de pression. Le ventricule gauche est illustré en jaune et le ventricule droit en orange. Encore une fois, les mêmes courbes. Le VG en rouge et le ventricule droit en bleu. Voici une courbe donc simultanée VG-VD d'une péricardite constrictive. Et voici celle d'une cardiomyopathie restrictive. On remarque ici que dans les deux cas, on observe une égalisation des pressions diastoliques en fin d'expiration. La façon de différencier les deux en hémodynamie, il faut étudier le phénomène de concordance. C'est-à-dire qu'on voit ici dans la restrictive qu'il y a une concordance de sorte que la pression du ventricule droit et du ventricule gauche diminue en inspiration et augmente en expiration. On voit le phénomène ici d'augmentation inspiratoire et de diminution expiratoire. Dans la péricardite constrictive, le mouvement est discordant, c'est-à-dire qu'en inspiration, la pression systolique diminue et la pression du ventricule droit augmente. C'est le mécanisme du pouls paradoxal, donc la baisse de tension artérielle en inspiration. On voit donc qu'il existe un phénomène discordant dans la péricardite constrictive, c'est ce qu'on qualifie de interdépendance ventriculaire nettement augmentée. Les gens de la clinique Mayo ont réussi à enregistrer des courbes hémodynamiques avec un cathéter manométrique à haute fidélité simultanée et en même temps un enregistrement en modem d'un patient avec une péricardite constrictive. On voit qu'il y a ici un croisement des pressions, les pressions du ventricule droit en diastole devenant plus élevées que celles du ventricule gauche. De façon contraire, dans la restrictive, il n'y a jamais de croisement de pression.
les pressions du ventricule droit en diastole demeurant toujours inférieures à celles du ventricule gauche. Voici visuellement ce qui se produit à gauche chez un patient normal et à droite chez un patient avec une péricardite constrictive. C'est ce croisement de pression qui explique le phénomène qu'on retrouve au M-mode. On voit ici l'encoche septale, due au fait que la pression du ventricule droit devient supérieure et produit une inflexion du septum vers la cavité gauche. On ne retrouve pas ce phénomène dans la restrictive, de sorte qu'il n'y a pas d'encoche septale comme on le voit ici. On a tenté à droite d'expliquer un peu ce qui se passait quand on a une double oscillation septale, comme chez notre patient. C'est fort probablement dû à une courbe de pression du ventricule droit qui oscille et qui donne le phénomène comme on le retrouve chez notre patient. Cependant, toute encoche septale n'est pas un phénomène constrictif comme on le voit ici. On voit ici ce qu'on appelle un diastolic dip en anglais. C'est un mouvement septal donc qui est dû à un changement de pression au niveau du ventricule droit parce que le ventricule droit se remplit légèrement en avant sur le ventricule gauche. On va le voir illustré ici. Donc le ventricule droit se remplit légèrement avant le ventricule gauche en diastole. C'est ce qui produit ce diastolic dip qu'il faut bien différencier de l'encoche septale de la constrictive et ce n'est pas toujours évident, évidemment. Voici un autre exemple ici, tiré de la littérature. Donc, en résumé, les anomalies du mouvement septal dans la constrictive sont premièrement la dérive septale, donc reliée à la respiration, et deuxièmement, la vibration septale qui, elle, est indépendante des mouvements respiratoires. C'est important de bien graver dans sa mémoire ce mouvement caractéristique pour ne pas le manquer à l'avenir. Encore une fois, en 4 chambres. Un autre exemple ici. En résumé, la dérive septale respiratoire est un signe très sensible et assez spécifique. La vibration septale n'a pas été adoptée par la clinique Mayo malgré sa grande sensibilité en raison de sa mauvaise spécificité qui est de 56%. Les deux ont une très bonne sensibilité, mais le frémissement septal dépend beaucoup du degré de constriction. La vibration septale est moins spécifique. En effet, 44% des 36 patients référés pour exclure une constrictive n'avaient pas de constrictive, mais avaient une anomalie du mouvement septal due à une autre pathologie. Voici par exemple un rebond septal relié à un bloc de branche gauche. Un autre relié à une chirurgie cardiaque.
Voici un septum paradoxal de surcharge de pression du ventricule droit. Et un septum paradoxal de surcharge de volume du ventricule droit. Voici en résonance magnétique une anomalie du septum reliée à une embolie pulmonaire. Et à droite, une surcharge de volume du ventricule droit reliée à une communication interauriculaire. Ici, on voit une anomalie du mouvement septal secondaire à un cardiostimulateur dans le ventricule droit. Et voici en résonance magnétique, donc une anomalie du septum reliée à une constrictive. Le sujet des anomalies du mouvement septal sera traité avec plus de détails dans une autre présentation qui est en préparation. Nous allons donc maintenant passer au deuxième critère. Donc, il s'agit du changement respiratoire du flot mitral, donc la vélocité de l'onde E qui varie avec la respiration. Il s'agit donc d'une autre variation respiratoire et la vélocité de l'onde E au Doppler doit varier de plus de 15% avec la respiration pour être suspect. Chez notre patient, on avait une variation respiratoire de l'onde E de 30%, ce qui peut suggérer une tamponnade ou encore une constrictive. Il s'agit d'un signe assez sensible et spécifique. Et lorsque le respiromètre n'est pas disponible, le sommet de l'inspiration est défini par la vélocité E la plus basse et le sommet de l'expiration est défini par la vélocité E la plus haute, pour ce qui est du flot mitral évidemment. Nous allons maintenant décrire le mécanisme produisant cette chute du flot mitral en inspiration et on va utiliser les symboles suivants pendant l'explication. Donc la flèche signifie une pression et le poignet signifie une résistance. En inspiration, on note donc un mouvement du septum vers la gauche, ce qui augmente la résistance à la vidange de l'oreillette gauche, de sorte que le flot mitral diminue. Il s'agit d'un mécanisme, mais ce n'est pas le seul. En expiration, le phénomène est inversé, de sorte que la résistance à la vidange de l'oreillette gauche est diminuée. Et de plus, en expiration, comme on l'a vu, le sang emmagasiné en quelque sorte dans le poumon se trouve à être expulsé vers les cavités gauches, ce qui augmente le flot mitral. Voici une autre explication plus imagée. Dans cette chute, on comprend que la vélocité de l'eau dépend de la différence de hauteur. La vélocité augmente donc quand la hauteur de la chute augmente. De la même manière, la vélocité du sang en diastole dépend de la différence de pression entre les veines pulmonaires, l'oreillette gauche et le ventricule gauche. En diastole, le ventricule gauche a un effet de succion sur le contenu de l'oreillette gauche, comme on l'illustre ici. Voici ce qui se passe au niveau de la circulation sous l'influence de la respiration. L'inspiration crée un effet de succion. Quand le thorax est distendu, ceci crée une pression intrathoracique négative. Celle-ci est transmise aux veines pulmonaires.
et elle est également transmise au niveau du péricarde. En expiration, le phénomène est inversé. La pression intrathoracique devient positive. La pression exercée au niveau des veines pulmonaires devient positive et également au niveau du péricarde. Si on représente les courbes de pression des veines pulmonaires et du péricarde, on l'a sur la droite, et on voit que toutes les pressions donc diminuent en inspiration et augmentent en expiration. Il s'agit de courbes qui sont parallèles. Le flot donc entre les veines pulmonaires et les cavités gauches dépend de la pression différentielle entre les deux et celle-ci change peu durant les mouvements respiratoires comme on le voit ici. La différence de pression est un peu comme la différence de hauteur au niveau de la chute. On note simplement une légère diminution inspiratoire du flot mitral, ce qui est un phénomène normal. Voici maintenant ce qui se passe dans la péricardite constrictive. Le péricarde se trouve à être isolé, à isoler le ventricule gauche plutôt des changements de pression intrathoracique. Plus la constriction est grande et plus ce phénomène est marqué. De plus, en inspiration, le bond septal vers la gauche augmente la résistance à la vidange de l'oreillette gauche. Voilà donc le phénomène de résistance. Ces deux phénomènes font en sorte que la pression différentielle entre les veines pulmonaires et la pression intraventriculaire diminue, et ceci est illustré par la baisse de la pente de la chute. Et voici donc ce qui se passe au niveau de la pression différentielle. La pression différentielle étant diminuée, le flot mitral diminue de façon proportionnée. D'où le mécanisme donc de la baisse de la tension artérielle en inspiration. C'est le mécanisme du pouls paradoxal qui survient dans la péricardite constrictive et également dans la taponade. Nous avons donc tenté d'expliquer le phénomène du changement respiratoire du flot mitral. Nous allons maintenant parler du troisième et quatrième critère de façon simultanée car il s'agit du E', mesuré donc au Doppler tissulaire. Comme vous le savez, l'onde E caractérise le flot diastolique mitral et l'onde A est reliée à la contraction de l'oreillette gauche. L'onde E', elle, représente la vélocité de l'anneau mitral mesurée au Doppler tissulaire. On a ici le prime septal et le E' latéral. Chez notre patient, le prime septal était à 18 et selon l'algorithme, cela est normal lorsque c'est supérieur à 7. Le critère de la clinique Mayo nécessite un prime septal au médian supérieur à 9 et ici on a 18. Cependant, comme on le sait, le E' diminue avec l'âge. En effet, le E' est relié à la vélocité d'expansion du ventricule gauche en diastole. Le E' est donc un indice de fonction diastolique longitudinale. Et chez notre patient de 67 ans, un E' à 18 est nettement hors des normes.
Il faut donc trouver une explication car ceci semble à première vue paradoxal. Si on regarde au M-mode, on note que la vélocité de relaxation est beaucoup plus grande que celle de la contraction. On voit ici donc la pente de contraction et la pente de relaxation qui est beaucoup plus forte, si on veut. Après cette phase d'accélération, il y a un arrêt brusque, comme si le cœur frappait un mur péricardique. Ceci est reflété en hémodynamie par le signe de la racine carrée. Voici ici un exemple d'épaississement péricardique. On note également qu'il y a très peu d'expansion du ventricule gauche pendant tout le reste de la diastole. Voici le E' de notre patient en pré-procédure avec une valeur de 18. Et en post-procédure, on voit que le E' est rendu à 8,8. Normalement, le E' latéral est plus grand que le E' septal. Le quatrième critère nécessite un E' septal qui a tendance à être plus élevé que le E' latéral, ce qui produit ce qu'on appelle l'annulus reversus, comme on le voit ici. On a un E' latéral à 13, tandis que le E' septal est à 18. Chez notre patient, le rapport des deux est à 1,5. Le quatrième critère nécessite un rapport plus grand que 0,9. Ici, il s'agit de savoir pourquoi le phénomène du E' se manifeste dans la constrictive. Vous pouvez faire une pause ici et tenter de répondre à la question. Ceci va être plus pédagogique. On voit ici un cœur normal dans un thorax normal. Voici maintenant un cœur normal qui subit l'effet d'un corset abdominal. On voit qu'en raison de cet effet de restriction du corset, le cœur est repoussé vers le haut, comme on le voit ici. Il s'agit donc d'un phénomène de compensation en présence d'une restriction. De la même façon, voici un cœur normal. Et voici de façon imagée un phénomène de restriction radiale relié à une péricardite constrictive. C'est important ici de mentionner que la restriction longitudinale est beaucoup moins affectée, particulièrement au niveau des vaisseaux de la base. On voit une illustration qui montre la relation entre le péricarde et le cœur. Ce qui est important de noter, ce sont les structures qui sont extra-péricardiques, comme les vaisseaux de la base comprenant la veine cave supérieure et inférieure, ainsi que les veines pulmonaires. C'est à ce niveau que la compensation longitudinale se fait. Voici de façon schématique la compensation longitudinale qui se produit en présence d'une constriction radiale essentiellement. J'emprunte ici le dessin de Koenig-Mayo pour expliquer le phénomène de compensation longitudinale. On voit que le péricarde est épaissi et ceci influence la fonction radiale latérale. Cependant, le septum n'étant pas en contact avec le péricarde, il jouit d'une mobilité non restreinte. Il compense donc pour la restriction de la paroi latérale. C'est pourquoi le E' est augmenté et il est souvent supérieur au E' latéral. On sait que normalement, le E' latéral est plus élevé que le E' septal. Le E' peut donc servir à différencier la péricardite constrictive de la cardiomyopathie restrictive. Voici un E' normal, un E' de cardiomyopathie restrictive. Celui-ci est diminué en raison de l'atteinte du muscle.
Et voici le E' septal d'une constrictive. Comme on l'a vu, il est nettement augmenté. Et pour compléter, ajoutons que le E' latéral est diminué. Ceci fait en sorte que l'on obtient un rapport E' septal sur latéral souvent plus grand que 1. Pour ceux qui s'intéressent à la déformation myocardique comme le strain, on peut rajouter qu'il y a dans la constrictive non seulement une augmentation compensatoire de la fonction longitudinale diastolique septale, mais aussi une augmentation compensatoire de la fonction longitudinale systolique septale. Et chez notre patient, on avait, lors de l'enregistrement, une augmentation donc de la déformation longitudinale du septum. Et par ailleurs, on note une diminution de la fonction systolique de la paroi latérale en raison de l'adhérence du péricarde. À la définition du docteur O que nous avons présenté au début, on peut rajouter l'élément suivant. C'est essentiellement la composante diastolique radiale qui est affectée, alors que la composante longitudinale est anormalement rapide, particulièrement en début de diastole. C'est le mécanisme de formation en hémodynamie du signe de la racine carrée. Voici les courbes hémodynamiques obtenues chez notre patient avant sa chirurgie. Maintenant que nous avons tenté d'expliquer les anomalies du E', nous allons passer au dernier critère. Donc, il s'agit ici de parler du flot Doppler veineux hépatique. Le cinquième critère nécessite une vélocité du flux Doppler veineux hépatique diastolique en expiration, rétrograde sur antégrade, plus grand que 0,79. Afin de bien comprendre, j'aimerais vous présenter quelques éléments du Doppler veineux hépatique. L'onde S signifie la systole et l'onde D signifie la diastole. Normalement, l'onde systolique est toujours plus grande que l'onde diastolique. L'onde systolique est produite par la succion systolique du ventricule droit et l'onde diastolique est produite par la succion diastolique du ventricule droit. L'onde A produit une régurgitation secondaire à la contraction de l'oreillette droite. L'onde SR pour systolic reversal est secondaire à un refoulement en fin de systole et l'onde DR pour diastolic reversal est secondaire à un refoulement en fin de diastole. Voici un Doppler veineux hépatique normal. On voit que l'onde systolique est plus grande que l'onde diastolique. Dans la constrictive, c'est le contraire. La diastolique est plus grande que la systolique, comme on le voit en bas. On note également une augmentation de l'onde systolique et diastolique en inspiration, tant chez un cœur normal que dans le cas de la constrictive. Le renversement diastolique ou diastolic reversal augmente normalement en expiration. La raison de ce phénomène est expliquée en détail dans la présentation consacrée au Doppler veineux hépatique. Ce qui est important de retenir ici, c'est que dans la péricardite constrictive, la régurgitation augmente de façon très importante en expiration, comme on le voit ici. Ceci fait en sorte que le rapport en expiration du flot rétrograde sur antégrade devient supérieur à 0,79 dans la constrictive, ce qui n'est jamais le cas avec un cœur normal. Si on compare maintenant la constrictive avec la restrictive, on note les points suivants. Premièrement, l'onde systolique est plus petite que l'onde diastolique dans les deux cas. Deuxièmement, également, l'onde systolique et diastolique augmente en inspiration dans les deux cas. Troisièmement, ce qui fait la différence, c'est que le renversement diastolique
se fait plutôt en inspiration dans la restrictive plutôt qu'en expiration comme dans la constrictive. Ceci fait en sorte que le flot diastolique expiratoire rétrograde sur antégrade est toujours plus petit que 0,79 dans la restrictive. Voici une animation pour vous faire comprendre le phénomène dans la constrictive. On voit que le refoulement diastolique augmente en expiration, tandis que le flot antégrade diminue en expiration, ce qui fait que le rapport de l'un sur l'autre augmente, la plupart du temps donc en haut de 0,79. Il s'agit donc du signe qui est le plus spécifique. Maintenant, dans la restrictive, le phénomène est suivant. Le refoulement diastolique augmente en inspiration et non pas en expiration comme dans la constrictive. Comme le flot antérograde augmente normalement toujours en inspiration, ceci en fait en sorte que le rapport rétrograde sur antégrade n'est jamais, comme dans la constrictive, supérieur à 0,79. Donc, en résumé, voici les rapports dans la constrictive et dans la restrictive. Voici le Doppler hépatique de notre patient de Beaupré. Premièrement, l'onde diastolique est supérieure à l'onde systolique, ce qui n'est pas normal. Deuxièmement, le renversement diastolique est anormalement grand par rapport au flot antérograde. Voici encore le rapport de l'un sur l'autre. Encore une fois, chez notre patient, on voit que les ondes diastoliques sont plus grandes que les ondes systoliques. On voit aussi que le flot rétrograde diastolique augmente très nettement en expiration pour donner un rapport rétrograde sur antérograde nettement supérieur à 1 ici. On voit encore la différence en expiration et en inspiration. Voici maintenant les images en post-opératoire qui montrent une normalisation de l'onde systolique et diastolique. L'onde systolique devient maintenant plus grande que l'onde diastolique. Le renversement diastolique devient très discret par rapport au préopératoire. Et cet examen a été fait avec une sonde abdominale car le patient est très peu échogénique. Je n'entrerai pas dans les détails pour expliquer le mécanisme de ce phénomène pour ne pas trop allonger cette présentation. Pour ceux que ça intéresse, la physiopathologie de ce 5e critère est bien détaillée dans la présentation qui est à venir prochainement. On va passer maintenant à la 4e partie de la présentation. Il s'agit donc d'un résumé avec un algorithme pour faire le diagnostic. Voici tout d'abord l'algorithme suggéré par la clinique Mayo. Par la suite, je vais vous suggérer un algorithme personnel. Il faut tout d'abord établir si donc le flot mitral donne un rapport E sur A supérieur à 0,8 et si la veine cave est dilatée. Si cela n'est pas le cas, une constriction ou une restriction est très peu probable. Si c'est le cas, il faut analyser s'il existe une anomalie du mouvement septal avec la respiration. Ceci implique de faire un M-mode, mais le M-mode est de moins en moins pratiqué et enseigné, malheureusement. De plus, on fait uniquement de routine une étude de variation respiratoire lorsqu'il y a un épanchement péricardique. Comme il n'y a pas d'épanchement péricardique en général dans la constrictive, on risque de manquer le diagnostic, comme cela est survenu dans l'histoire de ce patient. S'il n'y a pas d'anomalie du mouvement septal avec les respirations, on peut toujours effectuer une imagerie supplémentaire ou un cathétérisme cardiaque si la suspicion persiste.
S'il y a anomalie du mouvement septal, il faut regarder le E' mitral septal. Il y a alors 3 possibilités comme on le voit ici. Selon les vélocités, le diagnostic de constrictive, de restrictive ou de problème mixte peut être considéré. Si on obtient un annulus reversus, alors la constriction est fort probable. Si on obtient le 5e critère, alors la constriction est certaine. J'aimerais maintenant vous présenter mon algorithme personnel qui convient peut-être mieux à un hôpital où les patients ne sont pas dirigés de manière ciblée, comme c'est le cas souvent à la clinique Mayo, et ce dans le but d'éviter de manquer le diagnostic. Le premier élément concerne la veine cave et la veine hépatique. Est-ce que leurs dimensions sont normales ou anormales? On voit sur la gauche une veine cave et une veine hépatique de calibre normal, et à droite, on voit une veine cave et une veine hépatique nettement dilatées. Le deuxième point concerne le mouvement du septum. Est-il normal ou anormal? Ceci peut être déterminé avec le bidimensionnel, comme on voit ici, donc un mouvement de constrictive à gauche, et également OMM mode avec beaucoup de résolution. On peut même décrire s'il s'agit d'une anomalie du mouvement septal survenant en systole ou en diastole. S'il n'y a pas d'anomalie du mouvement septal ou s'il y a une anomalie et que celle-ci est prédominante en systole, il faut alors chercher une autre cause diagnostique. Voici un exemple d'une anomalie diastolique dans une constrictive et une anomalie à prédominance systolique sur la droite dans un bloc de branche gauche. Voici un autre exemple d'anomalie à prédominance systolique, encore une fois dans un bloc de branche gauche, et une anomalie diastolique dans une constrictive. Le quatrième point consiste à évaluer s'il existe une variation inspiratoire. S'il n'y a pas de variation inspiratoire, il faut possiblement évoquer un autre diagnostic. Si par contre on note en inspiration une nette augmentation du diamètre du ventricule droit et une nette diminution de l'onde E mitrale, comme on le voit dans cet exemple, le cinquième point consiste à évaluer l'onde E'. Si l'onde E' est normale ou diminuée, il faut évoquer un autre diagnostic. Mais si l'onde E' est augmentée comme chez notre patient, on voit ici en pré-op et en post-opératoire, et si en sixième point on observe un annulus reversus, comme chez notre patient, E' septal et E' latéral, et en plus qu'on obtient le cinquième critère de la clinique Mayo, comme chez notre patient, alors on peut faire avec assez de certitude le diagnostic de constrictive. J'aimerais en terminant, pour ceux qui s'intéressent, mentionner que je vais bientôt mettre en ligne ma présentation sur les anomalies du septum en échocardiographie, sur la péricardite effusive constrictive et celle sur la technique et l'interprétation du Doppler veineux hépatique. Je vous remercie de votre attention.